C'est même pas alors que moi quand j'improvise, je fais... En quoi consiste le TP Et coucou la team. Bon mais voilà, on se retrouve encore une fois à distance. Pas de souci, on est à distance d'1 mètre. Et on va se retrouver pour ce TP42 sur les piles. Et les grenouilles. Et les grenouilles. Allez, on vous laisse quelques minutes pour prendre connaissance de ce TP42 en lisant bien tous les documents et en commençant à regarder les questions. Et puis on regardera ensemble cette très belle vidéo sur la bagarre de grenouilles entre Galvani et Volta. On en profite aussi pour dire un grand merci à Melmel qui nous a fait cette magnifique illustration du montage d'une pile. Merci Melmel. En 1791, le médecin Luigi Galvani publie un essai résumant plus de 10 années de recherche. Il y affirme l'existence d'une électricité animale responsable des mouvements musculaires. Preuve en est son expérience, devenue célèbre, réalisée sur son balcon. L'arrière d'une grenouille est posé sur la rambarde de fer, un crochet de cuivre planté dans la moelle épinière. Les pattes se contractent brusquement quand le crochet de cuivre touche les barreaux. Les thèses de Galvani sont applaudies par ses collègues médecins, mais rencontrent un opposant farouche en la personne du physicien Alessandro Volta. Pour Volta, la patte de grenouille n'est qu'un électromètre. Elle réagit à la présence d'un courant métallique qui la fait se contracter. L'électricité animale n'existe pas. Galvani est fair-play. Il juge la critique recevable. Pour réfuter l'existence de l'électricité métallique, il propose plusieurs nouvelles expériences. Elles sont toutes réfutées par Volta. En 1797, Galvani met au point l'expérience qui prouve définitivement, selon lui, l'existence de l'électricité animale. En faisant retomber d'une manière bien précise le nerf d'une patte de grenouille sur le nerf d'une autre, les deux pattes se contractent. Plus de métal dans l'expérience. L'électricité animale existe bien. Volta, obstiné, la conteste, malgré la rigueur du protocole. Galvani meurt en 1798. Le combat cesse. Une seconde mort attend Galvani 2 ans plus tard. Volta construit la première pile électrique, une alternance de rondelles en métal et de tampons d'acide. Succès mondial. L'électricité est bien métallique. Adieu l'électricité animale. Mais l'histoire n'est pas terminée. En 1828, Leopoldo Nobili invente un appareil capable de mesurer de très faibles courants. Son appareil réagit aux expériences de Galvani. Le savant avait raison, l'électricité animale existe bien. En l'honneur de Galvani, Nobili nomme son invention galvanomètre. Les expériences de Galvani sont devenues des classiques. On reconnaît aujourd'hui que le savant a posé les bases de l'électrophysiologie. Enthousiasme modéré chez les grenouilles. Bon, après cette belle vidéo d'introduction sur la bagarre qui a fait rage entre Galvani et Volta, on va maintenant passer au TP. TP, où on vous demande d'écrire dans un premier temps les équations d'oxydoréduction entre le cuivre et le zinc, parce qu'on va confectionner aujourd'hui une pile Daniel, une pile cuivre-zinc. Ok, on va donc écrire notre équation d'oxydoréduction entre les ions cuivreux, Cu2+, qui joue le rôle d'oxydant, avec le zinc métallique Zn qui joue le rôle de réducteur. Et on a Janine qui est à l'œuvre en train d'écrire cette équation d'oxydoréduction. On a commencé par écrire les 2 demi-équations électroniques et on peut maintenant écrire l'équation d'oxydoréduction vu qu'on a le même nombre d'électrons échangés dans les deux. Ce qui va nous donner Cu2+ plus Zn qui donne Cu plus Zn2+. Très bien. Et pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas maintenant l'équation d'oxydoréduction entre le cuivre métallique qui maintenant va jouer le rôle de réducteur et les ions Zn2+, qui jouent le rôle d'oxydant? Allez, feu Jaja, c'est à toi. Allez, j'entoure. On ne réécrit pas les équations puisque c'est les mêmes, mais on va écrire tout simplement à l'envers. À l'envers. Eh oui. Cu plus Zn2+, qui donne Cu2+ plus Zn. Bim, 20 sur 20, Jaja. Merci.
Pour déterminer dans quel sens se passe notre réaction, vous demandez de proposer un protocole. Ben, tout simplement, on a une solution de sulfate de zinc qu'on va déposer sur une plaque de cuivre, une solution d'ion cuivreux que l'on va déposer sur une plaque de zinc, et on va voir dans quel sens il y a réaction. Donc ici, juste une petite goutte. Là, je prends une autre pipette. Et maintenant, une goutte de sulfate de cuivre. Ah, c'est facile. Là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Oui, Fredoche. Si je prends un petit peu de papier absorbant, on voit ici que l'on a un dépôt métallique rose. On ne voit pas très bien à la caméra de cuivre sur la plaque de zinc. Donc du coup, Janine, cette réaction, elle se passe dans quel sens? S'il y a apparition du cuivre, on valide la rouge? Eh bien, on va valider la rouge. On vous dit dans le TP que la constante d'équilibre est de 10 puissance 37. Aïe, 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 c'est grand ça. Effectivement, c'est très grand et c'est très souvent le cas dans les réactions d'oxydoréduction. On a une constante d'équilibre qui est très grande et donc du coup, une réaction qui va se passer uniquement dans un sens et qu'on va pouvoir considérer comme totale. Ok, très bien, on vient de voir qu'il y a un transfert spontané d'électrons entre la plaque de zinc réductrice qui donne des électrons aux ions cuivreux qui se transforment en cuivre. Mais l'idée finalement de Volta, puisqu'on est sur les piles, ça serait d'utiliser ce transfert spontané d'électrons pour en tirer une source génératrice de courant. L'idée, elle est là. Elle vous est expliquée par Janine. Alors, on va séparer les deux couples. On a d'un côté le couple entre le zinc et les ions Zn2+, de l'autre côté le couple entre le cuivre et les ions cuivreux. On les sépare et on va relier ces demi-piles par un circuit extérieur dans lequel vont circuler les électrons. Pour fermer notre circuit, on va avoir besoin d'un pont salin. Très bien, mais surtout dire que les électrons, ils ne circulent pas dans le pont salin, hein, et non plus, ils ne nagent pas non plus dans la solution. C'est pas des grenouilles? C'est pas des grenouilles. Alors. Ok, on a Janine qui est à l'œuvre, dans les conditions impeccables de sécurité, blouse, cheveux attachés comme un petit poney. Et notamment, elle est en train de mesurer les volumes à l'éprouvette graduée. Ça, c'est intéressant. Ça nous servira en fin de TP quand on va faire un petit calcul d'incertitude. Janine s'applique. Bien sûr. Allez, d'un côté, la demi-pile pour le cuivre. De l'autre côté, la demi-pile pour le zinc. Très bien. Et surtout, sur l'éprouvette graduée, on peut lire qu'elle mesure à plus ou moins 0,5 ml. Allez, on retrouve Janine quand elle a terminé. Ok, notre pile est prête, on l'a reliée à un voltmètre et on voit qu'on a une tension pour cette pile de 1,086 volts, soit à peu près 1,1 volt. C'était bien branché? Ben oui, pourquoi? On aurait pu regarder les pôles de la pile. Ah oui, effectivement. Merci Janine, si elle était pas là. Effectivement, on a une valeur positive. Une valeur positive, sachant qu'on a mis le fil noir sur la borne COM, du côté du moins, donc du coup du côté du zinc, ce qui nous indique que l'épaule de la pile a changé. L'épaule de notre pile sur l'autre page. Ah si, regarde, je l'avais. Mets-le en grand. En play. Donc du coup, sur notre schéma de pile, on peut indiquer les pôles. Le pôle plus du côté du cuivre, le pôle moins du côté du zinc. Bon, 1 volt pour notre pile. Mais dis-moi Janine, avec 1 volt, on n'a pas de quoi électrocuter une pauvre grenouille. Absolument pas. Alors du coup, l'idée de Volta, ça a été de mettre en série plusieurs de ces piles. Et il a empilé
une lame de cuivre, une lame de zinc, une lame de cuivre, une lame de zinc. Je crois qu'on a compris. Ça suffit. Ça suffit, on a compris. En prenant soin de mettre des solutions entre. Et voilà pourquoi on appelle ça une pile. Et oui, il a empilé. Bon, du coup, on la ferait pas fonctionner cette pile? Ah bah si, bien sûr que si. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de placer... Mais oui, Jaja, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé une résistance, un ampèremètre, et on regarde quelle est l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Ok, on a la tension, la résistance, elle est de combien? On a choisi 10 ohms. 10 ohms, donc petit calcul. Eh bien, on repart de la formule bien connue de troisième U égale RI, ce qui nous donne pour I, U sur R. Une application numérique, on avait une pile qui fournissait une tension de 1 volt, une résistance de 10 ohms. Ça nous donne une intensité de 100 mA. Et dis-moi, on a combien? Eh bien, nous avons plutôt 0,250 mA. 0,250 mA, Ah ben, à peu pourquoi? près 4 fois 1000 fois en dessous. 4 fois 1000 fois en dessous. Ben, c'est dû au fait qu'en fait, on a des résistances en plus. Le pont salin va énormément apporter à la résistance. C'est pas terrible comme conduction dans le papier absorbant. On a des résistances d'interface. Bref, tout ça pour vous expliquer pourquoi on a une valeur aussi basse. Mais ça, c'est pas à votre programme. Par contre, ce qui est à votre programme, c'est de savoir modéliser une pile avec chaque demi-équation à chaque demi-pile, modéliser le sens de parcours des électrons, le sens du courant, indiquer la cathode, l'anode, etc., etc. On fait le point de suite là-dessus. Comme on n'a pas tous les talents de dessinateur de mêle-mêle, eh bien on va schématiser notre pile ici de manière simplifiée. Surtout, pensez à indiquer le métal de chaque lame, la composition de chaque solution. On a vu, grâce au voltmètre, qu'on a le pôle plus du côté du cuivre, le pôle moins du côté du zinc. On en profite pour écrire le sens du courant qui, bien sûr, va du plus vers le moins. Attention, du plus vers le moins dans le circuit extérieur. On se rappelle que les électrons ont un sens de parcours inverse à celui du courant. Ils vont donc du zinc vers le cuivre. Du zinc vers le cuivre, encore une fois, dans le circuit extérieur. Ne nous dessinez pas des électrons qui sautent dans la solution, qui remontent dans le pont salin, puisqu'on vous le rappelle, les électrons ne sont pas des grenouilles. Grâce au sens de parcours des électrons, on peut maintenant en déduire que les électrons partent de la plaque de zinc, arrivent sur la plaque de cuivre. Ça va nous permettre d'écrire les demi-équations d'oxydoréduction. On peut maintenant écrire une demi-équation en sachant que les électrons partent de la plaque de zinc, une demi-équation qui modélisera un départ d'électrons. Zn donne Zn de plus 2 électrons. Le réducteur se transforme en oxydant, c'est une réaction d'oxydation. Le siège de l'oxydation, par définition, c'est ce qu'on appelle l'anode. Du côté du cuivre, les électrons, eux, arrivent. Ils vont être captés par l'oxydant Cu2+. Cu2+, plus 2 électrons, va donner du cuivre métallique Cu qui va donc se déposer sur la lame de cuivre. L'oxydant devient réducteur, c'est une réduction, par définition, la cathode est le siège de la réduction. On peut terminer le fonctionnement de la pile en disant que la plaque de zinc se transforme en ion Zn de plus, donc la plaque se dissout, elle va être rongée au fur et à mesure. De l'autre côté, les ions cuivreux se transforment en Cu. La plaque de cuivre va donc grossir. Bon, revenons au fonctionnement de notre pile. On sait très bien qu'au bout d'un moment, une pile, ça ne fonctionne plus. On dit qu'elle est usée. Imaginons que le sulfate de cuivre est le réactif limitant. Lorsque le sulfate de cuivre va s'épuiser, eh bien la pile ne peut plus fonctionner. On dit que la pile est usée. Eh bien ça nous amène à calculer la capacité d'une pile. La capacité Qmax, attention, on ne parle pas de quotient de réaction, hein, Qmax en coulomb, elle est liée à la quantité de matière, d'électrons qui peut être reçue par les ions cuivreux. Et donc, ça va être la quantité de matière en électrons fois la constante, le nombre d'Avogadro, fois la charge
élémentaire la charge d'un électron, mais pris en positif. Et puis on peut aussi rajouter que lorsque la pile est usée, elle cesse de fonctionner, ça correspond à un état d'équilibre, le quotient de réaction, lorsqu'il devient égal à la constante d'équilibre kT. On se rappelle aussi une relation algébrique vue en première. La capacité, c'est l'intensité fois la durée. Intensité en ampères, durée en secondes. Tout ça, ça nous amène à pouvoir calculer combien de temps la pile va fonctionner pour une intensité donnée. Allez, voici les caractéristiques de notre pile, une solution de sulfate de cuivre. On en a pris 20 ml, sa concentration c'était 0,1 mol par litre. On va dire que notre pile débite par exemple dans une ampoule avec un courant de fonctionnement de 500 mA. C'est à vous de calculer combien notre pile va durer. Bon, rien de compliqué sur ce calcul, sauf qu'il ne faut surtout pas oublier que dans l'équation, la demi-équation du cuivre, pour une mole de cuivre transformé, on a 2 moles d'électrons. Donc du coup, dans notre calcul, il faudra qu'on fasse 2 fois la concentration du cuivre fois le volume d'ion cuivreux, fois la constante d'Avogadro, fois la charge élémentaire. On tombe sur un résultat de 385,88. Comme nos données sont données avec 3 chiffres significatifs, on retiendra 386 coulombs pour notre pile. Pareil, on calcule maintenant grâce à la capacité la durée de fonctionnement. On l'exprime toujours avec 3 chiffres significatifs. Et ce qui nous donne environ 772 secondes, soit environ 13 minutes. Pas très vaillante cette pile, ça vient surtout du fait qu'elle n'était pas très concentrée, notre solution en ion cuivreux. Bon, on a tous vu Janine s'appliquer pour réaliser cette pile. Voilà pourquoi on est quand même en droit de se poser la question sur l'incertitude, sur ce résultat de la durée de fonctionnement de la pile que l'on vient de calculer. C'est parti. On a mesuré 20 ml. Il est indiqué sur l'éprouvette graduée plus ou moins 0,5 ml. Ça, c'est l'incertitude absolue sur le volume mesuré. Pour ce qui est de la concentration de notre solution, bien, on n'avait pas d'indication sur son incertitude. Par contre, on sait que Magali a bien travaillé, on devait peser 7,98 grammes, on l'a pesé avec une balance précise au centième de gramme, donc la masse mesurée qui va impacter l'incertitude sur notre concentration, elle est de 7,98 grammes, plus ou moins 1 centième de gramme. Pour terminer, on dira que l'intensité débitée était de 500 mA, plus ou moins 10 mA. Allez, petit rappel de vocabulaire, on va noter U de V, l'incertitude absolue sur la mesure du volume. Et puis UV sur V, ça sera appelé l'incertitude relative. Si on la calcule ici, 0,5 sur 20, ça nous donne 2,5%. Je vous conseille tout le temps d'exprimer ces incertitudes relatives en pourcent pour que ce soit plus parlant. Faisons pareil pour la mesure de la masse qui impacte la concentration en ion Ci2+. Là, on calcule qu'on a une incertitude de 0,1%, donc elle est franchement négligeable devant 2,5%. Et en faisant de même pour l'intensité, on a une incertitude relative sur l'intensité de 2%. Donc toutes ces différentes incertitudes, elles vont impacter notre résultat final sur la durée de fonctionnement de la pile. On pourrait simplement dire que l'incertitude relative sur le résultat, c'est la somme de 2,5 plus 0,1 plus 2%, ce qui nous fait une incertitude relative de 4,6%. Alors, dans la pratique, on préfère, plutôt que faire la somme nette des incertitudes relatives, faire la racine carrée de la somme des carrés, ce qui nous donne un résultat de 3,2%.
Et donc notre incertitude sur la durée, eh ben, c'est 3,2% de la valeur que l'on a calculée du 772 secondes. Ce qui nous fait environ 35 secondes d'incertitude. Bon, soyons sérieux, écrire un résultat avec des centièmes de seconde alors qu'on a une incertitude d'une quarantaine de secondes, ça fait pas très sérieux. Donc on écrira le résultat final comme 770 secondes plus ou moins 40. Ah, qu'est-ce qu'il était bien cette épée sur les piles. Attends, écoute, Mais qu'est-ce que c'est? on dirait des grenouilles. Ça serait pas la grenouille SVT? Ah si, si, elle est quelque part. Écoutez la grenouille. Making of de la vidéo du TP pile. Un TP qui est trop bien. Un TP à base de batracien. Moi je suis déjà dans l'image. T'as pas ton masque? Tu crois qu'il faut qu'on les mette ou pas? Et bonne question. Si on est tous les deux à plus d'1 mètre. Ouais. C'est pas trop mal. Là on est bien là. Là on n'est pas obligé d'avoir le masque. Et oui, c'est bien, tu t'es mis à ma hauteur en plus. Impec. Et coucou la team. Coucou les petits scientifiques. Bon voilà, nous nous retrouvons à distance. Putain, on va pas y arriver.